Thierry Marx, je vais tenter de trouver un mot pour vous définir et vous résumer. C'est compliqué, je le disais, vous avez beaucoup d'activités, mais je me suis arrêtée sur le mot combat. Alors combat, parce que ceux qui ne le savent peut-être pas encore, c'est quand même un de vos points forts. Hein. Vous faites de la boxe, du judo. Judo surtout et du kendo, l'escrime au sabre. Attention, puis à haut niveau. Hein. Combat aussi pour une cuisine. Le kendo, c'est-à-dire que rouleau à pâtisserie, bam, le premier qui moufte, il s'en prend dans la tronche. Une cuisine différente dans vos restaurants. Un combat aussi pour former, on en parlait, ceux qui en ont le plus besoin. Combat pour éduquer à la nourriture aussi. C'est ce que vous faites désormais avec ce livre. Notamment, évidemment, il y a d'autres choses. Mais quand ça va pas, leur alimentation expliquée aux enfants. C'est quoi en fait? C'est le manuel de la bonne bouffe simplifié? Oui, et puis d'arrêter un peu avec les discours lénifiants, dogmatiques, en disant non, il faut simplifier les choses. D'abord, il faut réapprendre à cuisiner. Et plus vous apprenez à cuisiner tôt, plus vous êtes capable de définir ce qu'est un bon produit et de rester dans cet axe assez simple de plaisir, bien-être, santé. Manger, cuisiner, c'est du plaisir pour avoir du bien-être. Et je pense très sérieusement que ça protège notre santé. Et c'est pas aux parents qu'il faudrait adresser ce genre de livre je pense que les parents font comme moi. Je lis des livres pour les enfants pour apprendre des fois. Parce que c'est ce qu'on comprend déjà. C'est ce qu'on comprend, effectivement. Donc j'ai essayé de le faire directement pour les enfants. Les parents le lisent et le proposent à leurs enfants. Très bien. De façon bienveillante. C'est pas déjà trop tard? Est-ce que vous n'êtes pas des fois désespéré quand vous voyez l'impact de la nourriture industrielle chez les plus jeunes? Non, je ne suis pas du tout désespéré, bien au contraire, parce que je vois les plus jeunes qui s'intéressent à la cuisine, on le sait maintenant. Donc s'ils s'intéressent à la cuisine, ils s'intéressent à la planète, ils s'intéressent à ce qu'est un bon produit. Un bon produit, c'est de mesurer son impact social et son impact environnemental. Je pense que les enfants, les adolescents, aujourd'hui, sont très ouverts à ça. Et ils aiment ce discours militant de savoir mieux manger pour être capable de dire manger est aussi un combat et un combat pour l'environnement. C'est optimiste, et pourtant je vais rappeler 2 chiffres qui font réfléchir. En France, un enfant sur 5 est en surpoids, ça fait à peu près 1,7 million d'enfants. 450 000 d'entre eux sont en situation d'obésité. Vous ne craignez pas que ça empire ? Je ne crains pas que ça empire, je pense qu'au contraire ça va s'améliorer si on s'y met tous. C'est-à-dire que si on parle que de la cuisine et des produits et de dire il faut attaquer le produit industriel et tout ce qui va avec, mais parlons aussi de la sédentarité. Pourquoi il y a aussi peu de sport dans les écoles? Pourquoi l'activité physique est aussi difficile à atteindre quand on a un petit budget? Donc il faut remettre tout le monde à sa juste place et de dire oui la cuisine, oui la scolarité, oui les parents et puis oui aussi le monde du sport pour remettre tout ça dans le bon ordre. Vous dites apprendre à bien manger, apprendre aux enfants. Les cantines scolaires, c'est un dossier important aussi. Pour leur apprendre à bien manger, il faut leur offrir quelque chose d'équilibré, de bon. Mais je suis d'accord, mais c'est pas dans la quantité qu'on va leur offrir et c'est pas avec, par moment, cette farce du bio. Moi, je crois à l'économie locavore, je crois aux économies symbiotiques. Cette farce du bio, c'est fort, ça? Oui, je dis cette farce du bio parce que quand on dit toutes les cantines en bio, c'est pas vieux, c'est ce matin, je discute avec un chef qui est en responsabilité d'une cantine scolaire. Il me dit c'est bien beau d'être en bio, mais mes pommes viennent d'Allemagne. Je suis en Touraine, tu ne crois pas que je pourrais acheter dans le coin? Il y a plus une hypocrisie. Vous voyez, alors il faut dire, les parents disent oui, le bio c'est formidable. Moi je pense qu'il faut aujourd'hui être capable de faire 200% bio. Et 200% bio, c'est quoi? C'est mesurer l'impact social, l'impact environnemental. Combien je paye ces pommes à l'agriculteur qui les fabrique ou ce blé à l'agriculteur qui le produit. Et en fonction de quoi, je recrée des économies de proximité. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il faut ramener tout ça à des proportions plus justes. Et j'ai une première photo à vous montrer. Vous reconnaissez? Oui, c'est le quartier d'Ashrafi à Beyrouth. Beyrouth en 80, en pleine guerre, vous étiez engagé dans l'armée française. Pourquoi ce choix, cette décision de partir? Alors, le pur hasard. Franchement, ce que je voulais à ce moment de l'engagement, c'était plutôt une idée de voyage, une idée de pas de revenir dans le quartier. Une fuite, un peu? Oui, à mon époque, la façon de voyager, il n'y avait pas 50 possibilités. Donc voilà. Et question peut-être un peu bizarre, mais aujourd'hui, quel souvenir de cuisine vous gardez du Liban? Les falafels. Les falafels, je fais 2 séjours au Liban et c'est vrai que je garde toujours l'idée du falafel cuit dans des conditions des fois empiriques. Mais je garde ces arômes. La street food, j'ai lu. Oui, parce que c'est vraiment du lien social, c'est une proximité, toute extraction sociale confondue. Donc c'est important la street food. Comment connaître une communauté si ce n'est par ce qu'elle mange? Et c'est le meilleur moteur d'intégration à mon avis. Vous avez fait du chemin depuis jusqu'à devenir un des chefs les plus connus de France et pas seulement pour votre cuisine, comme nous le rappelle Lilia Boussefoul.
On s'attendait à des éclats de voix, des bruits de casseroles. Surprise, chez Thierry Marx, on travaille dans une atmosphère très zen. 2 foies, 2 paellas, un agneau à Saint-Pierre et 2 bœufs charbon. Ça sert à rien de mettre une pression excessive sur les collaborateurs. Il y a quand même 40 clients à gérer. Et donc les collaborateurs doivent rester assez sereins par rapport à ça. Thierry Marx, figure de proue de la gastronomie contemporaine. On appelle ça une paella, mais c'est pas une paella. C'est une saveur de paella, mais déstructurée. L'homme a bâti un empire dans la restauration. 8 établissements, 3 boulangeries, mais pas seulement. Il a aussi créé des écoles, lancé des formations pour le retour à l'emploi. Portrait d'un hyperactif. Nous sommes en 1986. Thierry Marx a 25 ans et dirige les cuisines du château de Rochecotte, près de Tours. On a la chance déjà d'avoir l'anguille de Loire, par exemple, sans de la lauze de Loire, on peut faire des plats merveilleux. Thierry Marx pose alors les premiers jalons de sa carrière de chef. 30 ans plus tard, il est toujours à la pointe, pionnier de la cuisine moléculaire. En 2013, il a même créé une chaire à l'université d'Orsay avec le chimiste Raphaël Aumont. Purée de carottes, mais expansée sous vide, pour avoir des textures un peu de sponge cake. C'est quelqu'un de très traditionnel dans le sens noble du terme. Il lit en permanence la tradition française. Il la connaît, mais c'est un historien de cuisine. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question très pointue. Il va vous répondre, mais avec une précision qui est redoutable et presque à la page près. Il a toute cette tradition, mais qu'il éclaire avec les connaissances d'aujourd'hui et les demandes d'aujourd'hui. Voilà pour sa vie de chef étoilé. Mais l'existence de Thierry Marx ne se résume pas à ça. Dans le 20e arrondissement, nous voici dans une école qu'il a créée en 2012. Ici, les élèves sont tous des demandeurs d'emploi en quête de reconversion. C'est plus le couteau qui coupe, simplement on décolle. D'accord ? C'est le cas d'Hervé, 55 ans, licencié après 30 ans dans l'informatique. J'ai cherché à trouver une école qui puisse faire une reconversion rapidement. Et c'était la seule façon, plutôt que de passer par un circuit plutôt traditionnel, du CAP ou du BEP qui aurait pris 1 an, 2 ans. Moi, il fallait que j'aille plus vite. Et là, ça me permet d'aller vite. Grâce à Thierry Marx, 1500 personnes ont été formées depuis 2012. Véronique Carion est la directrice de l'école. Ce que j'ai compris, c'est que lui savait très bien où il voulait aller. Et puis finalement, il a un vrai pouvoir de conviction. Et puis on le suit de façon un peu presque inconsciente. Sous la veste du chef, une fibre sociale. Thierry Marx intervient régulièrement dans les prisons où il dispense des cours de cuisine. Il a aussi créé cette formation qui permet à des jeunes de devenir agents de sécurité. Son coach Benoît Campargue l'accompagne dans ses projets. La qualité du champion, c'est d'avoir un deuxième objectif une fois qu'on est descendu du podium. Donc chef étoilé, ça a été, je pense, son objectif. Après, derrière, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Donc il met quelque part son expertise de grand chef, avec toute l'expérience qu'il a vécue, au service de tous. Et là, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui le sublime d'autant plus. Qu'est-ce qui pousse Thierry Marx à en faire autant? Pour le comprendre, rendez-vous dans une salle de boxe du centre parisien. Chaque jour, le chef s'impose un entraînement intensif. Ça force le respect, d'être aussi assidu, régulier, rigoureux. Le chef Marx a tout réussi dans sa carrière professionnelle. Mais il le dit lui-même, l'histoire aurait pu mal tourner. J'étais très mauvais à l'école, donc ça veut dire les gens de mon quartier, c'était 6e de transition, 5e de transition, la mécanique générale, les trucs qu'on ne voulait pas faire. Donc on traînait dans la cage d'escalier. Si ma maman m'avait pas dit, écoute, j'en ai marre que tu te bagarres dans la rue, il y a des sports où on a le droit de se bagarrer, et voilà, j'aurais pas connu ça, j'aurais pas connu le cadre éducationnel du judo à Champigny, et je traînais dans la cité des Boulereaux ou dans la cité des Bois-l'Abbé. De la cité du Bois-l'Abbé à Champigny, aux restaurants étoilés, l'homme a construit sa carrière en créant des passerelles. Mais à presque 60 ans, il ne compte pas s'arrêter là. Thierry Marx a encore de nombreux projets sur le feu. Et oui, encore plein de projets. On l'a appris mercredi soir, notamment ce projet d'école, d'institut avec Brigitte Macron, la première dame. Oui. Vous faites partie d'un comité pédagogique, c'est ça qui réfléchissait encore à la réinsertion des adultes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation? Des plus jeunes aussi. À partir de 25 ans. C'est à partir de 25 plus de 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme mais sans projet professionnel. Donc c'est compliqué. Donc il faut aider dans ces quartiers à proposer dans ces quartiers, mais aussi dans la ruralité. Sera à Clichy-sous-Bois. Sera à Clichy-sous-Bois, où on a déjà une activité nous à Clichy-sous-Bois. Et je pense que
on est à l'heure, très honnêtement, je dis ça, peu importe qui aurait lancé l'idée de cette école, c'est de se dire, trouvons des solutions, arrêtons de chercher des coupables. On l'a vu dans ce sujet, il y a déjà beaucoup d'écoles, cuisine, mode d'emploi. Donc on le rappelle, le principe c'est 12 semaines pour réinsérer des personnes dans le monde du travail. Et vous avez des retours, des chiffres de ces personnes qui retrouvent un emploi? Ça a été près de 2000 personnes formées, 92% de retour à l'emploi. Et l'une de mes grandes fiertés, au-delà des 92% de retour à l'emploi dans les métiers de la cuisine, de la boulangerie et du service, c'est 70 créations d'entreprises. C'est fort. Des personnes qui, par moment, se croyaient assignées à un quartier, assignées à un échec, assignées à la précarité, se redécouvrent eux-mêmes avec un parcours très simple. On leur dit quoi? On n'est pas gentil, on est vrai. Votre passé ne nous intéresse pas. RER, rigueur. Pas d'absence, pas de retard pendant 12 semaines. Et souvent, quand je pose la question, 12 semaines, c'est pas long. Pourtant, c'est 3 mois. Et finalement, le retour à l'emploi est basé que sur l'engagement des candidats. Elles sont gratuites, ces écoles. Qui finance? Comment vous faites? C'est un partenariat public-privé qui fonctionne plutôt bien, qui est plus axé évidemment sur un partenariat privé, parce qu'on ne peut pas toujours demander de l'argent public, ça ne se fait pas et c'est pas tellement possible et c'est surtout pas pérenne, mais donc on a un partenariat public-privé et puis nous avons des restaurants d'application qui nous permettent d'entretenir un petit peu la mécanique. Dire qu'on n'a pas de frayeur de temps en temps, ce serait faux. C'est quelle frayeur? La frayeur économique, comme tout à chacun, c'est aussi, ça doit être des entreprises sociales, c'est quand même des entreprises, il faut payer les collaborateurs, il faut être précis. Cette école fonctionne déjà, bientôt 9, et la grande nouveauté cette année, c'est que nous avons des écoles mobiles qui vont en milieu rural, parce que le milieu rural souffre aussi de manque de formation professionnelle. Les mauvaises langues qui pourraient dire que c'est aussi pour faire parler de la marque, Thierry Marx, vous leur répondez quoi? Fou. Qu'il le fasse, oui. C'est pas un souci. Je veux dire, d'abord, ça s'appelle cuisine mode d'emploi, et ça s'appelle pas parce que Thierry Marx il soufflera la veilleuse un jour, et il faudra que ça dure. Donc c'est pas faire parler la marque, on s'en fout. Bon, vous êtes devenu une marque, ça, vous n'avez pas le nier. Thierry Marx, comme beaucoup de grands chefs, et notamment après être passé par une émission de télé, c'est un peu le principe. Et comme de plus en plus de chefs, vous vous êtes associé à d'autres marques alimentaires. Est-ce que vous arrivez à contrôler tous les produits qui portent votre nom? Tous. J'ai accepté de travailler uniquement avec des marques françaises qui travaillaient sur le sol français, avec des emplois français, et qui cherchaient à améliorer des choses où j'avais la compétence de le faire. Alors, en septembre dernier, le site de France Info a enquêté sur toutes les marques parrainées par de grands chefs. Le résultat était assez mitigé. Vous vous en sortez plutôt très bien. Mais, par exemple, il y a un produit bio qui s'est avéré ne pas être à 100% bio. Est-ce que ça a changé depuis ? Oui, je crois. Moi, j'ai travaillé que sur la marque. Je vois laquelle marque vous voulez citer, je ne vais pas donc la citer, mais j'avais fait une démarche bio qui est très longue à mettre en place pour ce type de produit. Mais aujourd'hui, oui, c'est totalement bio. D'ailleurs, je regarde les scores à chaque fois pour vérifier ça. Ça vous agace ces critiques ou vous comprenez que justement les gens cherchent? Ça n'a pas à nous agacer, ça a à nous faire avancer. Donc voilà, après, il faut en tenir compte. Aujourd'hui, il y a un moyen de vérifier qu'un produit soit bon et il faut le faire. D'ailleurs, la démarche que nous avons dans nos entreprises, c'est de se dire comment j'améliore les choses, comment j'améliore l'impact social et l'impact environnemental de nos activités. On revient à vos restaurants. Dans quelques mois, vous allez reprendre le célèbre Jules Verne de la Tour Eiffel avec un autre chef étoilé, Frédéric Anton. Alain Ducasse, on a perdu la concession. Il est plutôt très en colère. Est-ce que ça va mieux entre vous depuis ? Mais ça n'a jamais été mal. Je veux dire que c'est un compétiteur, Alain. Donc on monte sur un ring, on ne sait pas, ou sur un tatami, on ne sait pas comment on va redescendre. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, Frédéric Anton a le Jules Verne. Moi, j'ai la brasserie en dessous. Je voulais cette brasserie parce que j'adore cette idée de brasserie, de mélanger les genres et les cuisines. Mais je pense que non, ce n'était pas un combat, c'était projet contre projet. Et je pense que notre projet humaniste, c'était un projet intéressant. C'était peut-être pas un combat, c'est une bataille économique quand même et judiciaire. Est-ce que ça vous a prouvé que, peut-être que vous le saviez déjà, que la cuisine n'est pas un univers, est plutôt un univers impitoyable? Vous savez, j'ai un gros avantage que j'ai mis longtemps à mettre au point, c'est de vivre sans ennemis. C'est vraiment très, très difficile au quotidien, mais de se dire, j'ai toujours le temps de faire une tasse de thé à quelqu'un.
Donc j'ai toujours le temps de faire une tasse de thé à Alain Ducasse. Et dans cette brasserie, vous les servirez, les tasses de thé? Vous serez Bien là sûr, tous les jours? Bien sûr. J'y suis le dimanche et le lundi. Là, on est en période de pré-préparation des travaux pour le 58. Et donc on commence à travailler sur les arts de la table, comment on va avoir cette période de fermeture qui est à préparer. Et là, on travaille en plein là-dessus. Mais j'y suis le dimanche et le lundi, oui.